Le plan climat, c'est un exercice extrêmement intéressant parce que l'idée, c'est de se projeter en 2030-2050 et de se dire comment vit notre ville face au dérèglement climatique. Et l'idée, c'était de rêver Paris et de sortir un petit peu des contraintes qu'on peut connaître et pas tout de suite se dire on peut pas le faire parce que on n'aura pas le droit ou la contrainte paysagère veut pas. Bonjour, dans cet épisode des podcasts de Paris en commun, nous discuterons de la politique environnementale de la ville de Paris, ou comment la mairie s'organise pour que Paris devienne une ville neutre en carbone et consomme 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Nous recevons Célia Bloel, maire adjointe chargée de l'environnement, du développement durable, de l'eau, de la politique des canaux et du plan climat-énergie territorial. Bonjour Célia. Bonjour. Alors, un des objectifs fondamentaux de l'accord de Paris, c'est la neutralité carbone, c'est-à-dire atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre. Alors, pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, aussi bien à l'intérieur de Paris qu'à l'extérieur ? Alors effectivement, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut réduire à zéro ces émissions de gaz à effet de serre dont on entend parler, mais qui en fait sont simplement issues de nos modes de vie et de consommation au quotidien dans Paris. Donc très clairement à Paris, pour être plus sobre et atteindre ce pari de la neutralité carbone, il faut agir sur la question des déplacements des personnes, mais aussi des marchandises, sur la question des bâtiments, mieux isoler nos bâtiments pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, bâtiments qu'ils soient de logement ou bâtiments de bureaux, travailler sur la question de l'énergie qui est vraiment centrale de plus en plus, et puis sur la question de notre alimentation, l'agriculture qui vient approvisionner Paris, le retraitement des déchets, et aussi, bien évidemment, question que souvent beaucoup éludent, la question de nos départs en vacances en avion. Le transport aérien pèse encore beaucoup sur notre empreinte carbone. Pour atteindre zéro émission intramuros, il faudrait diviser par 2 la consommation énergétique de Paris, et aussi consommer 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour diviser par 2 la consommation d'énergie de Paris ? Pour atteindre la neutralité carbone, il faut vraiment agir sur tous les leviers de politique publique, mais il y en a un qui est vraiment central, c'est effectivement celui de la question de l'énergie. Il faut que d'ici à 2050, on ait réduit par 2 nos consommations d'énergie, ce qui à l'heure du smartphone, de la trottinette électrique et de la voiture électrique n'est pas forcément évident. Ça passera d'abord par un gros boulot sur les immeubles. Il faut qu'on isole mieux nos immeubles pour réduire en fait les consommations d'énergie, ce qui a aussi un impact hyper important en termes de réduction de factures. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à avoir du mal à payer leurs factures énergétiques. Et ça passera aussi par un gros travail sur les comportements. Chacune doit aussi faire sa petite révolution. C'est ça la particularité de la transition écologique, c'est qu'on a besoin que tout le monde en fait mette la main à la pâte en parallèle des grands programmes de politique publique. Mais alors, Paris c'est gigantesque, on se dit mais comment est-ce qu'on va réussir à rénover tous les bâtiments de Paris ? Paris, c'est gigantesque et en gros, on a trois gros chantiers, le logement social, le logement privé, le tertiaire, les bâtiments de bureaux, d'hôpitaux, de musées. Sur le logement social, Paris a remporté le défi. Là où on avait les mains sur les manettes, on est à un bon rythme pour atteindre le rythme de rénovation, c'est-à-dire plus de 4000 par an. On les finance déjà depuis 10 ans et pour être vraiment au bon niveau en 2050. Sur le parc privé, on a inventé quelque chose de très beau pendant le mandat d'Anne Hidalgo. C'est le plan Éco-Rénovons Paris, où pour la première fois en France, on a un plan de rénovation thermique à l'échelle d'une ville, où on accompagne les propriétaires privés, et on arrive à un taux de réalisation de travaux qui est vraiment très intéressant. La question du tertiaire, c'est 50 millions de mètres carrés quand même, les bureaux aujourd'hui à Paris, les hôpitaux aussi, et toutes ces institutions-là. On va se dire qu'à terme, on va en transformer une partie en logement, c'est important, donc on aura un process de rénovation thermique, et pour le reste, on est en train de chercher toutes les grandes communautés parisiennes, notamment les universités qui montent dans la dynamique depuis peu, qui veulent travailler sur leurs universités. Mais là aussi, il faudra des moyens et des moyens importants, et ça ne pourra que se faire avec un alignement aussi des planètes politiques. Et il y a aussi la question des nouveaux bâtiments qu'on construit. Aujourd'hui, sur les nouveaux bâtiments, on est au plus fort des normes qui existent, voire on les dépasse. On a toujours eu un temps d'avance pareil dans les villes, et particulièrement à Paris, par rapport au cadre national. Et puis on réfléchit quand même de plus en plus à pas être dans le neuf, mais surtout à pas détruire pour reconstruire quand on a des grosses opérations, mais de fonctionner avec l'existant. C'est ça aussi la neutralité carbone, cette notion de sobriété, de réutilisation des bâtiments. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, d'un nouveau bâtiment qui est très performant ? Je pense au dernier bâtiment ville, pour le coup, qu'on a pu inaugurer secteur Bédier dans le 13e arrondissement. C'est le premier bâtiment de bureau tout en bois dans Paris, qui fait plus de 6 étages. Sur lequel on a vraiment travaillé sur effectivement à la fois le confort au quotidien, mais aussi son impact moindre sur l'environnement. Donc il est tout en bois,
il est hyper agréable à vivre, il faut quasiment pas le chauffer, quasiment pas le rafraîchir en été, il nous manque juste l'unité d'énergie renouvelable sur le toit, mais c'est une de nos belles réalisations. Quelque chose qui a été fait au niveau des piscines. On a 2 piscines effectivement qui font l'objet d'expérimentations. On va chauffer l'eau des bassins, voire le chauffage de la piscine, soit en récupérant la chaleur des eaux d'égout, parce qu'un égout en fait, quand vous y balancez, si je puis me permettre l'expression, vos eaux sales, et ben c'est de la chaleur ces eaux sales, donc on va les pomper avec une pompe à chaleur pour venir réchauffer la piscine. Ou alors chauffer avec des data centers. Maintenant le data center, notamment dans le 13e, est installé directement dans la piscine. Et son énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie un data center, et ben vient réchauffer la piscine. J'espère bien, on espère bien collectivement que ce ne sera pas que des expérimentations, c'est un des potentiels forts pour Paris demain en matière d'énergie renouvelable. Peut-être un mot sur la logistique urbaine, parce que c'est quelque chose qu'on connaît assez mal finalement. Alors en matière de logistique urbaine, on a là encore beaucoup de travail à faire. Comme je le disais au début, émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup les déplacements et notamment de fret. Là, il y a un enjeu majeur à sortir des camions qui arrivent dans Paris. 94% de notre approvisionnement à Paris, ce sont des camions qui l'apportent. Et ça devient d'autant plus compliqué avec le développement de l'achat en ligne, puisque c'est une démultiplication de camions qui vont d'un entrepôt chez une seule personne. Donc il va falloir vraiment qu'on regarde ça dans les années qui viennent et on commence à y travailler pour réfléchir à des plateformes locales, à beaucoup plus de mutualisation pour que chacun n'envoie pas son camion dans Paris. Il y a déjà des plateformes de logistique de plus en plus nombreuses. Et puis deuxième élément important, c'est le fret fluvial. Il faut vraiment que la Seine, les canaux retrouvent leur vocation première d'approvisionnement de Paris par bateau. Le problème aujourd'hui, c'est que ça coûte toujours plus cher que la route. Ça n'a pas de sens. Mais le bateau doit redevenir aussi un des éléments d'approvisionnement de Paris. Et donc pour arriver à la neutralité carbone, il faut aussi que Paris consomme 100% d'énergie renouvelable. Alors là, même question, comment est-ce qu'on s'y prend ? 100% d'énergie renouvelable, déjà on gagne ce pari si deux autres choses se produisent, qu'on arrive à baisser de 50% nos consommations d'énergie, et puis qu'il y ait aussi un mouvement plus global qui va vers les énergies renouvelables. Là aussi on sent que Paris va faire beaucoup, va ouvrir le chemin, mais il faut quand même qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre plus globalement à l'échelle nationale et européenne. Mais nous, on écrit ce chemin en se disant que d'ici à 2050, on aura 20% de production locale, parisienne, qui passera très probablement par principalement le solaire, la géothermie et ces énergies de récupération, de data center, d'égouts. On va aller chercher les calories pour produire de l'énergie. Et puis le reste, eh ben, on produira le reste de l'énergie consommée par les Parisiens dans des nouveaux partenariats complètement inédits qui n'existent pas jusqu'à maintenant. Sans doute très probablement des partenariats urbains-ruraux où Paris va aller investir dans des territoires qui aujourd'hui ont ces projets-là mais n'ont pas forcément les moyens. Et c'est là où la question de la transition écologique devient vraiment intéressante. L'idée, c'est pas juste de construire une bulle verte parisienne sympathique dans laquelle un certain nombre aurait le droit de vivre, mais bien de recréer aussi ce lien très fort et un partenariat très gagnant-gagnant entre l'urbain peut-être très riche mais qui n'a pas les ressources nécessaires pour faire le pari de la transition et un monde rural qui a quand même beaucoup de mal à certains moments à faire face aux crises économiques et auquel on viendra raconter une nouvelle histoire commune. Alors, vous parliez du solaire tout à l'heure. Où est-ce qu'on va installer des panneaux solaires dans Paris ? Alors, il y a plein de potentiel dans Paris. On a fait un cadastre solaire pour savoir exactement ce qui se passait dans Paris, comment était la trajectoire du soleil. On a un potentiel fort, mais des contraintes fortes aussi. Contraintes de bâtiments, qui ne sont pas toujours forcément super costauds pour accueillir ces toitures solaires. Faut quand même, c'est lourd une toiture solaire, moins qu'un jardin, mais c'est quand même lourd. Et puis il y a des contraintes aussi architecturales. Aujourd'hui, on est dans une discussion très constructive avec les architectes des bâtiments de France, en se disant qu'une ville, tout en respectant son patrimoine historique, évolue, vit avec son temps et ses grands enjeux. Et moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'il y ait des technologies qui sont en train d'émerger, qui sont beaucoup plus discrètes. Je suis originaire, comme beaucoup de Parisiens, de la province d'Alsace, qui n'est pas le pays le moins conservateur, on va dire, et on a réussi à mettre des panneaux solaires sur des églises. Donc je pense qu'on va y arriver à Paris aussi. Donc le solaire, il y a un potentiel très fort de 2 millions de mètres carrés de panneaux solaires à Paris. Et on en voit déjà. Et on en voit déjà, on en a posé à Alpajol dans le 18e, évidemment. Le plus connu, c'est le quartier des Batignolles dans le 17e, où il y a aussi des dizaines de milliers de mètres carrés de panneaux solaires sur les toits de nos usines d'eau. Et puis il y en a même des sauvages dans Paris, des gens qui en ont posé sans forcément les déclarer, donc il y en a beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Alors le secteur de l'alimentation, on le sait peu, représente 18% de l'empreinte carbone de la ville.
ce qui en fait aussi un des enjeux importants si on veut atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Il y a un chiffre amusant, c'est que nos aliments voyagent en moyenne 660 km pour arriver dans nos assiettes à Paris. Ça peut paraître beaucoup, mais finalement, c'est un peu moins qu'à Londres ou New York, où un aliment fait plutôt 1000-1500 km. Mais il y a quand même des enjeux extrêmement importants autour de ce chiffre. L'enjeu de réduire la dépendance de Paris en matière alimentaire. On ne sait pas, mais il pourrait y avoir des crises et ce serait intéressant d'être moins dépendant de manière alimentaire. Il y a évidemment derrière une question de pollution carbone et de pollution de l'air. Plus on réduit la distance et plus effectivement on réduit ces pollutions. Et puis il y a l'idée de relocaliser de plus en plus la production et de mieux en partager finalement les bénéfices. À quoi ça sert d'avoir une agriculture aujourd'hui tournée vers l'exportation quand elle pourrait être tournée vers nos territoires. Donc c'est une réflexion vraiment globale qu'on mène là-dessus, avec des actions déjà très très fortes pour entrer dans cette logique de transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation. Et comment est-ce qu'on fait à Paris pour favoriser les circuits courts ? On fait beaucoup de choses pour favoriser les circuits courts dans un domaine où a priori on n'a pas la compétence. Là encore, les villes, une fois de plus, se saisissent de sujets parce qu'il y a un problème de non-saisissement de ces sujets à d'autres échelles. On fait pas mal de choses. D'abord, la première chose, c'est qu'on joue sur nos marchés publics. On achète beaucoup au local et en biologique. C'est un signal fort pour les marchés, puisqu'aujourd'hui, Paris est le premier acheteur bio en Île-de-France. 30 millions de repas chaque année, dont 50% aujourd'hui sont bio et locaux sur les repas des restaurations de crèches, d'écoles et des seniors. On travaille aussi sur accueillir de nouvelles plateformes et de nouveaux sites dans Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur 100% de notre alimentation, il y a 40% qui arrivent par Rungis, 40% par les grandes plateformes agroalimentaires, 20% sur du circuit court et alternatif. Et donc c'est la création de halles alimentaires, c'est l'aide à l'installation sur les marchés parisiens des producteurs plus locaux, tout plein de dispositifs qui, mis bout à bout, favorisent en fait leur arrivée dans Paris. Et puis c'est un travail en lien avec les agriculteurs. Ça paraît fou comme ça, mais Paris aujourd'hui est en fait dans des partenariats très forts avec le monde agricole. On a notamment 130 agriculteurs engagés aux côtés de Paris pour transformer leur agriculture vers une agriculture plus durable, voire biologique, et alimenter un certain nombre de nos cantines scolaires. On entend aussi parler du développement de l'agriculture urbaine. Paris a fait sa grande révolution de l'agriculture urbaine depuis 2014. L'idée, c'était de passer des jardins parisiens d'habitants à une agriculture réelle. C'était aussi la demande d'agriculteurs qui sont venus voir la maire de Paris en début de mandat. Je pense qu'on est aujourd'hui une des villes les plus en pointe sur ce sujet. On teste beaucoup de choses, beaucoup de sites dans Paris, des toitures qui sont devenues des potagers, ou alors avec de la commercialisation derrière, de fruits, de légumes, de fleurs, de plantes aromatiques. On a testé des choses aussi en sous-sol, dans des parkings, des champignonnières. C'était aussi la culture historique de Paris, le champignon dans les carrières parisiennes. Et on fera sans doute dans 1 an ou 2 un bilan de tout ça pour voir ce qu'il est intéressant de développer en ville. Évidemment que Paris ne trouvera pas son autarcie alimentaire dans ce processus-là, mais c'est un processus d'agriculture urbaine qui participe à la transformation globale de Paris, au fait d'y remettre plus de nature, au fait de remettre de nouvelles activités, à cette idée toujours de relocaliser, partager mieux les productions et les richesses. Vous pouvez nous donner des exemples de toits un peu iconiques sur lesquels il y a des jardins ? Il y a effectivement un toit de la Poste dans le 19e arrondissement qui est un des plus gros jardins aujourd'hui d'agriculture urbaine qui fonctionne très bien. Il y aura demain le toit du centre logistique de la Porte de la Chapelle. Il y aura aussi le parc des Expos de Versailles qui accueillera une énorme exploitation sur son toit. Et puis il y a des plus petites unités dans les quartiers pour lesquelles j'ai pas mal d'affection, notamment sur les réservoirs d'eau de Paris. Qui sont des réservoirs qui aujourd'hui stockent l'eau pas potable, parce que pour des raisons de sécurité on ne peut pas le faire, mais cette eau non potable qui coule le long des trottoirs parisiens pour les nettoyer, et donc sur le toit maintenant on va avoir des fleurs et des plantes aromatiques là dans les mois qui viennent. Transition toute trouvée, puisque je voulais qu'on dise un mot de l'eau à Paris, parce que la gestion de l'eau a été municipalisée il y a une dizaine d'années, et je pense que c'est quelque chose que les Parisiens ne savent pas trop, et là, donc la régie Hauts-de-Paris gère aussi bien la production et la distribution de l'eau dans la capitale. Oui, l'histoire qui se cache derrière les robinets des Parisiens n'est pas forcément très connue, mais à la fois elle est très politique et celle aussi de l'histoire d'une entreprise qui réussit. Il y a 10 ans,
Bertrand Delanoë décide de reprendre à 100% la main sur l'eau et de demander à Veolia et Suez à l'époque de quitter la capitale pour que la ville reprenne la main sur le service, pour des raisons politiques, parce qu'on considère à Paris que l'eau est un bien commun et ne peut pas faire l'objet d'une gestion marchande comme n'importe quel autre bien. Pour des raisons techniques et financières aussi, parce qu'à l'époque, il y avait trop d'opacité dans le lien entre la mairie et les entreprises privées. Et puis pour des questions, à mon avis, qu'on a sous-estimées à l'époque, mais qui aujourd'hui nous donnent une force énorme, de remettre de l'intérêt général dans la gestion de l'eau, et on le voit bien avec les effets du dérèglement climatique, l'eau va devenir un enjeu majeur dans les décennies qui viennent, on va avoir des problèmes de quantité d'eau disponible, de qualité d'eau, et donc il faut pouvoir se projeter dans l'avenir et penser génération future. Et c'est effectivement un pari gagné. Beaucoup de gens pensaient que Paris allait se planter, je crois qu'on peut le dire comme ça, et aujourd'hui, la régie Hauts-de-Paris, c'est un modèle de réussite, de performance technique, financière, d'innovation, et en plus qui regarde bien au-delà du tuyau. Le plus révélateur, c'est cet été le déploiement important d'eau de Paris dans les rues de Paris pour aider les Parisiens à faire face à la canicule avec des fontaines innovantes qui rafraîchissaient, mais aussi la distribution de gourdes d'eau à tous les Parisiens. Donc vous parlez de l'eau comme un bien commun dans la ville, et vous militez d'ailleurs en faveur d'un droit à l'eau. Et c'est dans cet esprit que vous avez ouvert de nombreux espaces de baignade un peu étonnants dans Paris cet été. Alors le droit à l'eau, c'est surtout d'abord l'accès à l'eau pour tous. Paris est reconnu comme une ville mettant réellement ce droit à l'eau en œuvre, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas l'eau pour impayés sociaux. On est aux côtés des maraudes qui sont dans les rues auprès des sans domicile fixe, et on a été sur tous les sujets migrants depuis qu'il y a ces sujets-là qui ont émergé à Paris pour que l'accès à l'eau soit assuré. C'est quand même un des sujets vitaux. Et puis effectivement, après, c'est la question de l'eau dans la ville, comment on va plus loin. Et donc du coup, il y a cette belle réussite depuis 2014 de l'ouverture de la baignade de la Villette dans le 19e arrondissement, plongée dans l'eau libre, comme disent ces défenseurs, et non pas installer des piscines en bord de quai. Ça a été une petite révolution, mais qui va sans doute laisser émerger de plus en plus de points de ce type dans les années qui viennent. Ça a inspiré d'autres communes, et ça nous inspire surtout très fort pour gagner le pari de la baignade dans la Seine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, mais surtout, abonnez-vous au podcast de Paris en commun sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast ou Magellan, en tapant Paris en commun dans votre barre de recherche. À bientôt!